Et, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver à l'occasion de ce nouveau webinaire Inforop consacré aujourd'hui à la facture électronique. Donc, je suis Laurent Cordier, vous me connaissez à peu près tous. Je suis dirigeant de la société Inforop et je vais avoir le plaisir de co-animer cette présentation avec Thomas Sanglier, consultant Sedge et spécialiste notamment des questions portant sur la démat de facture. Alors, nous avons souhaité en fait ce rendez-vous d'information pour vous partager ou vous rappeler les grands principes du périmètre de cette réforme, ce qui est acté, validé, ce qui n'est pas encore. Donc nous allons revenir sur le calendrier, bien sûr, ou devrais-je dire les calendriers, puisque vous le verrez, il y en a plusieurs. Nous reviendrons également sur les différents acteurs, sur les circuits, sur les flux, sur les formats, sur quelques définitions, précisions concernant les PDP, PPF et autres BO. Donc c'est des acronymes qu'on va tenter de vous expliquer. Mais surtout, à 1 an de l'entrée en vigueur de cette réforme, nous tenions à vous rappeler l'importance d'anticiper et d'organiser ce passage à la facture électronique. Donc, nous allons vous présenter les outils et les moyens mis en œuvre par Sedge autour de vos solutions pour vous accompagner sur ces prochains mois durant cette transition. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un événement qui est enregistré. Donc, on vous fera suivre un lien pour télécharger le replay. Voilà, moi je vais laisser la parole à Thomas, donc le spécialiste de la démat chez Sedge. Thomas, c'est quand tu veux. Je te remercie Laurent, et c'est me faire plus d'honneur que de dire que je suis le spécialiste. En tout cas, ça fait un petit moment que je m'intéresse au sujet et que j'essaye de le distribuer. Donc, bonjour à tous, merci de vous être connectés. Et donc, comme le disait très bien Laurent, on a un vaste sujet ensemble. Alors, juste avant qu'on commence, on est en train de vous couper les micros. C'est pas qu'on ne vous aime pas, c'est juste pour le bon déroulé, parce qu'il peut toujours y avoir quelques échos. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a la zone de conversation, on la regarde, Laurent est là, moi aussi j'ai le deuxième écran et on pourra suivre au fur et à mesure. Donc on disait ensemble, on revient déjà sur l'essentiel de la facture électronique, le pourquoi, comment ça va fonctionner. On reprend donc le calendrier, l'application en fait de la réforme, et puis on va vous parler où est-ce qu'on en est de la réforme, les différents acteurs qui vont être mis en place, le différent fonctionnement. En tout cas, vous allez tout comprendre et vous allez pouvoir faire mon travail à la suite de cette présentation. On reviendra sur comment s'organiser parce que bien sûr, il va falloir s'organiser en interne. Vous allez voir que il suffit pas juste de claquer des doigts pour pouvoir répondre en fait à la réforme. C'est pas forcément compliqué, c'est juste que c'est un petit travail à faire en amont de votre part de remise à jour, principalement aussi de vos bases et de savoir comment vous fonctionnez aujourd'hui. Et puis bien sûr, nous en tant qu'éditeurs, on vous accompagne. On va vous proposer les solutions pour pouvoir faire ça le mieux possible et en accompagnement aussi avec Inforop et Laurent. Si vous avez des questions, on aura les réponses. N'hésitez surtout pas au fil de l'eau, sinon de toute façon, on fera une passe en fin de présentation. On en a environ pour 1 heure de présentation, donc n'hésitez surtout pas. Je commence. Je vous disais déjà l'essentiel sur la facture électronique. La facture électronique, c'est quoi et pourquoi? C'est une réforme qui a été mise en place par l'État. Alors, c'est pas nouveau, la facture électronique en France. On fait déjà tout ce qui est facture par rapport aux administrations. Et donc, par rapport aux administrations, on fait déjà des échanges depuis 2021 directement via Chorus Pro. Là, en fait, c'est la généralisation pour toutes les entreprises. Donc, ça concerne tous les assujettis à la TVA. Donc, quand je dis toutes les entreprises, c'est tous les assujettis à la TVA, y compris les non en redevables. Et puis, pourquoi c'est faire? C'est principalement fait pour lutter contre la fraude à la TVA. Alors, quand je dis lutter contre la fraude à la TVA, quand on parle de fraude, c'est pas forcément ceux qui les vilains méchants qui ne déclarent pas ou qui vont mettre leur argent à l'étranger ou autre. C'est tous ceux qui malheureusement, par oubli, par mauvais calcul ou autre, ne déclarent pas forcément en fait toute leur TVA. Donc là, c'est lutter contre la fraude, c'est plus de 20 milliards pour les entreprises en France de fraude à la TVA. Donc c'est une manne pour l'État.
C'est aussi pour vous, vous aider en fait dans votre compétitivité, tout simplement parce que vous allez gagner en coût de traitement des factures. Une facture papier aujourd'hui coûte plus de 12 euros en fait sur le traitement. Une facture électronique, c'est pratiquement plus rien, tout en sachant qu'en plus, on va automatiser en fait le traitement de celle-ci. En tout cas, on va vous permettre grâce aux outils de l'automatiser. Ça va permettre aussi à l'État d'avoir une visualisation en temps réel en fait sur le fonctionnement des entreprises, sur les différentes activités, les secteurs géographiques et s'il y a besoin, comme il y a eu besoin pendant la Covid par exemple, de distribuer des aides, ça permet de pouvoir calculer en fait au plus juste les aides qui peuvent être à distribuer plutôt que d'aller regarder sur l'exercice N-1 et N-2. Donc voilà, tout ça, hein, c'est pas que pour taper sur les doigts, que pour embêter, c'est aussi pour essayer d'améliorer la compétitivité et la visualisation en fait des échanges inter-entreprises. On a un calendrier, on vous l'a dit, d'application pour les différentes étapes et en fonction des types d'entreprises. Ça, vous l'avez connu avec la paye, avec la DSN. Hein. En fonction de la taille de l'entreprise, vous allez intervenir plus ou moins tôt dans l'échiquier. Donc, on va voir ce calendrier juste après. On va utiliser des nouveaux formats de factures obligatoires, c'est-à-dire que le PDF aujourd'hui que vous envoyez, ce sera plus celui-ci au travers de la réforme. Là, on va être sur des formats bien spécifiques. Je vous l'ai dit maintenant, mais on reviendra tout à l'heure dessus. Le FactureX, le format UBL et le format Uncefact C2I, qui, pour les deux derniers, sont des formats spécifiques, des formats XML uniquement de données, là où le FactureX conserve quand même un PDF avec ce fichier XML intégré. On y reviendra de toute façon plus tard. On va avoir des nouveaux circuits obligatoires de circulation des factures avec des nouveaux acteurs. C'est là qu'on va parler des différentes plateformes. Donc aujourd'hui, on a deux plateformes qui vont être utilisées principalement, qui peuvent être choisies par vous, le portail public de facturation et la plateforme de dématérialisation partenaire. Et encore une fois, j'y reviens par la suite. Et là où c'est important aussi à comprendre, c'est qu'on va avoir deux types de flux. Alors, le premier type de flux, c'est le e-invoicing. Le e-invoicing, c'est tout simplement ce qu'on appelle la facture électronique. Hein. Quand on va à l'étranger, quand on parle de la facture électronique, on utilise le terme e-invoicing. Ça concerne en fait tous les échanges de société à société en domestique, donc c'est-à-dire en France, et tout ce qui va être échange entre société et gouvernement. Donc le B2B et le B2J. Ça, c'est du invoicing, c'est ce qu'on appelle la facture électronique. À côté, on a du e-reporting. Là, c'est des flux en fait de déclaration, des flux de TVA qui vont être envoyés pour tout ce qui est autre que le e-invoicing, c'est-à-dire tout ce qui va être société à société internationale, société vers les clients particuliers, donc le B2C, et aussi tout ce qui va correspondre, tout ce qui aux encaissements liés aux factures de prestations de services. Donc là, on a dépeint un petit peu. Donc on a ces deux flux, le invoicing, le e-reporting. Le e-reporting, on va rentrer dedans aussi, généralement un peu tout ce qui est cas d'usage, cas métier, cas spécifique, où on se dit mais comment on fait cette déclaration, qu'est-ce qu'il en est, ça rentre en fait dans du e-reporting la plupart du temps, et je vais vous l'expliquer après. On revient déjà sur le calendrier. Je vous disais, on a un calendrier d'application en fonction de la grosseur des entreprises. Première date en fait importante sur ce calendrier, juillet 2024. Juillet 2024, tout le monde va devoir faire de la réception de factures. Pourquoi tout le monde? Parce que tout simplement, les grandes entreprises, elles, vont devoir faire de l'émission de factures. On reçoit tous, plus ou moins, à minima, une ou deux factures d'une grande entreprise. Si je prends un EDF, par exemple, on reçoit tous en fait nos quittances d'électricité. Donc, on va devoir faire la réception à partir de juillet 2024. Janvier 2025, ce sera le tour des ETI, hein, les entreprises intermédiaires. Et nous tous, on va être concernés après en janvier 2025, donc TPE, PME, pour ce qui est de l'émission. Quand on parle d'émission, ça va être les deux flux, hein, le e-invoicing et le e-reporting. Hein, c'est vraiment tous les flux d'émission. Ce sera à partir de janvier 2026. Petite précision quand même, pour ceux d'entre vous qui effectuaient des opérations avec les établissements publics, donc avec l'administration, qui avaient l'habitude aujourd'hui d'aller déposer en fait sur Chorus Pro, vous allez devoir le faire à partir de juillet 2024, parce que la nouvelle plateforme, ce sera le portail public de facturation. Il n'y aura plus de Chorus Pro et donc il faudra déposer en fait sur le portail public.
Cela dit, il y aura toujours en fait une permission de dépôt, soit manuel de saisie sur la nouvelle plateforme jusqu'à décembre 2027. Donc on a le temps, mais sachez que vous aurez l'obligation quand même de déposer tout ce qui est vers le gouvernement à partir de juillet 2024. Je passe sur ces dates, mais je vous les redirai en fait au fur et à mesure. Euh, pour revenir, je vous disais, c'est une réforme. Une réforme, c'est-à-dire que c'est du légal, c'est une obligation en fait qui a été mise par l'État, par le gouvernement. Donc, bah, toute obligation dit qu'on est obligé de le respecter. Et si on est obligé de le respecter, il y a des amendes en fait à la clé qui ont déjà été en fait prévues. Alors, ils ont été prévus, ils ont été en fait bien confirmés sur le dernier décret d'août 2022. Euh, Deux types d'amendes. La première par rapport en fait au flux de invoicing, le flux d'envoi de factures, en cas de non-respect en fait des conditions prévues par cette réforme, il y aura en fait une pénalité de 15 euros par facture avec un maximum de 15 000 sur l'année. Et par rapport au flux de données, ce coup-ci de e-reporting qui sont liés, là on est par fichier à 250 euros avec un plafond toujours de 15 000 euros par an. Alors attention, il y aura une tolérance bien sûr pour le début, pour les premiers flux, tout simplement parce que c'est la mise en place. Si toutefois il y a des problèmes techniques ou autres, l'État va pas vous taper sur les doigts tout de suite, tout de suite. Mais sachez que c'est une réforme, que c'est du légal et que ce sera suivi et que l'État a toute la visualisation. Je vous le dis dès maintenant, mais je vous le répéterai, parce que l'État, tout simplement, quand il y aura une déclaration de TVA, s'il y a une déclaration de TVA en fait de l'émetteur, il faudra que le récepteur ait fait sa déclaration aussi. La même chose, si le récepteur a fait sa déclaration, si l'émetteur ne l'a pas fait, l'État, ce sera très simple pour lui de pouvoir regrouper les informations et se dire, bah, je suis pas à l'équilibre, il va falloir en fait, il y a quelqu'un qui n'a pas fait en fait correctement dans le lot. Tout ça pour dire, la facture électronique, ça va donc vous donner des obligations, mais rassurez-vous, je vous disais, on va vous accompagner et on a différentes solutions aujourd'hui en fait au sein de la gamme de produits Sedge. Alors là, je vous marque que les produits Sedge 100 parce que moi je travaille principalement sur Sedge 100, mais on les a aussi sur le bâtiment, on les a aussi sur les produits plus haut de gamme, sur du Sedge 50, sur du Sedge 1000, Sedge X3, hein, bien sûr tout est concerné. Là aujourd'hui, nous sur la gamme 700, ça va être la gestion commerciale parce que bah, c'est notre outil de facturation, donc émission-réception. C'est aussi la comptabilité parce que c'est là qu'on va réceptionner nos factures aussi d'achat et puis c'est là qu'on va aussi gérer tout ce qui est TVA. Notre Sage automatisation comptable. Alors si vous ne connaissez pas, c'est notre outil d'automatisation. C'est l'outil de dématérialisation des factures fournisseurs. Donc aujourd'hui, on les dématérialise. Demain, on va pouvoir les traiter et créer de l'automatisme. Je vous montrerai, je vous en parlerai en fin de présentation. Et puis, dernier outil qui est impacté, c'est Sedge moyen de paiement, tout simplement parce que c'est lui qui va nous permettre d'encaisser les différentes factures que l'on va réceptionner. Si je vous parle des acteurs maintenant, parce que je vous ai mis les obligations, les différentes dates, etc. Dans ce qui est acté et validé, on va avoir différents acteurs. Je vous parlais, il y a des nouveaux acteurs qui rentrent en compte. Et le premier, ça va être la plateforme publique, le portail public de facturation. Alors vous le connaissez sous le nom de Chorus Pro aujourd'hui. Et maintenant, ça va s'appeler le PPF, portail public de facturation. C'est la plateforme d'échange qui est choisie, une fois qui est gratuite, qui peut être choisie par les entreprises directement. Elle concentrera donc tous les flux à destination de l'administration fiscale. Donc toutes les déclarations de TVA passeront en fait par le PPF. Et surtout, au sein du PPF, on aura en fait ce qu'on appelle un annuaire centralisé. Alors c'est ce qu'on a aujourd'hui pour ceux qui ont l'habitude avec Chorus Pro. C'est là qu'on retrouve en fait les informations par rapport en fait aux différents établissements publics. Là, on va avoir vraiment toutes les entreprises à l'intérieur avec leur choix de plateforme de façon à pouvoir savoir quel routage doit être fait par rapport à telle ou telle facture quand on va faire les différents échanges. Alors je vous rassure, ça sera en automatique entre le logiciel et le portail public de facturation. C'est pas à vous d'aller interroger à chaque fois. Le portail public donc saura convertir les formats du socle minimal et je reviens sur les formats obligatoires que je vous donnais tout à l'heure. On a 3 formats, c'est les seuls formats qui seront acceptés par le portail public de facturation. Plus de PDF,
On ne peut pas envoyer juste des formats spécifiques EDI par exemple, etc. Là, on sera obligé de donner soit de l'UBL, soit du C2I, soit du FactureX. Je rappelle, format UBL, C2I, ce sont deux formats qui sont des formats sous forme XML. Pour ceux pour qui ça peut parler, XML, c'est le même format qu'on envoie en fait en fichier CEPA. Hein, c'est un fichier tout simplement de données avec des balises sur lequel en fait les données sont bien classées en fonction de leurs balises. Ces formats hein, XML respectent une norme européenne parce que la facture électronique c'est pas que française, ce sera aussi international. Donc là on respecte la norme EN 16931 qui est la norme européenne sur les données des factures. Donc FINI, BOFIP1, BOFIP2, là on est sur la norme européenne directement. Le troisième format, c'est le format FactureX. C'est celui actuellement que nous, on sait en fait émettre avec notre gestion commerciale. C'est celui qu'on sait lire au travers de cette automatisation comptable. C'est celui qu'on va utiliser aussi pour faire l'automatisation totale que je vous montrerai tout à l'heure. L'avantage du FactureX, c'est que vous avez toujours votre PDF qui est visible à l'œil nu et vous avez le fichier XML en fait qui est intégré directement. Si je finis sur le portail public de facturation, il pourra conserver vos factures pendant 10 ans. Et je vous le disais tout à l'heure, on a toujours cette tolérance de dépôt manuel en fait sur le portail jusqu'au 31 décembre 2027. Vous aurez migré, de toute façon, vous aurez la solution pour le faire d'ici là. Mais au cas où, sachez que l'État a quand même ouvert les vannes jusqu'à cette date-là. Je veux juste remettre une attention par rapport au PPF. Aujourd'hui, le PPF est toujours en cours de développement. Il va être distribué bien sûr à temps pour pouvoir émettre et en tout cas gérer tout ce qui est facture électronique. Et les premiers tests qu'on pourra faire réellement et concrètement avec le PPF, ce sera qu'à partir du 3 janvier 2024. Je précise ça parce que certains, en fait, vous avez peut-être pu écouter, c'est bon, on sait faire de la facture électronique, etc. Aujourd'hui, c'est pas possible parce qu'on n'aura de toute façon pas encore fait de tests à partir de janvier 2024. Ce sera les premiers tests. Donc, on ne peut pas dire je sais faire, je fais, c'est bon. On prépare le terrain, techniquement, on est OK, c'est juste que les premiers tests, janvier 2024. Donc voilà, donc ça, c'est notre premier acteur, le portail public de facturation, le PPF. Le deuxième acteur, deuxième plateforme, ça va être les PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires. Donc ça, c'est des plateformes privées. Qui dit privé dit des plateformes qui sont payantes hein, pour vous, à contrario du PPF, plateforme d'État gratuite. Ces PDP, elles assurent toutes les fonctionnalités prévues par la réforme. Donc là, on a un cahier des charges hein, qui est très complet au niveau des PDP. Les PDP vont devoir être immatriculées et elles seront auditées très régulièrement en fait par l'État. Le cahier des charges a été déjà publié. Il faut respecter aussi des normes de sécurité, des normes ISO, des normes de sécurité par rapport au cloud, par rapport aux données, etc. Donc, ça veut dire que ça prend un certain temps en fait pour pouvoir être validé. L'ouverture des candidatures s'est fait au mois de mai là, de cette année. Il y a certainement eu des dépôts. Malheureusement, on n'a pas de publication pour le moment en fait du nombre de PDP en fait qui ont déposé leur candidature, mais elles vont être immatriculées en tout cas qu'à partir du mois de septembre. Une fois qu'il y aura d'immatriculation sur le site de l'État, on retrouvera les différents PDP en fait qui ont été validés et qui sont bien en fait immatriculés par l'État. Je répète bien immatriculés par l'État. Parce que vous allez voir certains qui disent c'est bon, je suis PDP, je fais, etc. Sauf que s'ils ne sont pas dans la liste, c'est qu'ils ne sont pas immatriculés, donc il faut faire attention. L'avantage de ces PDP, c'est qu'elles viendront apporter des services complémentaires en fait pour les entreprises. C'est-à-dire qu'on a besoin de sauvegarder des factures différemment, on a besoin d'aller mettre des workflows, on a besoin d'aller faire je ne sais pas quoi en plus, on va pouvoir choisir une PDP. Là où la PDP, elle va pouvoir nous rendre aussi beaucoup de services, et ça va être la première des raisons pourquoi on va choisir un PDP, c'est parce qu'elle va savoir lire et gérer les autres formats que les formats du socle minimal. C'est-à-dire que je vous ai dit UBL, C2I, FactureX. Si toutefois vous avez besoin d'échanger ou vous ne savez pas en fait générer sous ce type de format, parce que vous avez un logiciel métier, logiciel spécifique maison et qu'on ne peut pas le modifier, vous pouvez, grâce à un PDP, directement déposer sous un autre format et c'est le PDP qui convertira directement sous le format du socle minimal. Je vous donne un exemple.
Des fois, on a des obligations. On travaille avec la grande distribution. La grande distribution, avec eux, on n'envoie pas juste des factures. On envoie des fichiers EDI, des fichiers de données, en fait, qui ont été normés entre eux et nous, de façon à pouvoir, en fait, faire les différentes commandes. C'est un fichier EDI directement. Ce fichier EDI, aujourd'hui, on ne peut pas le déposer sur le portail public de facturation. Parce qu'il n'est pas au format, c'est un fichier juste de données, c'est pas un fichier au format du socle, un fichier de facture électronique. Donc, dans ce cas-là, on va passer par un EDI, qui l'EDI, en fait, on va passer par une PDP, pardon. On va passer par une PDP pour déposer, en fait, notre fichier EDI, et c'est notre PDP qui va envoyer directement à la grande distribution. Alors, au travers d'un autre PDP, normalement, qui réceptionnera de façon à pouvoir avoir les données, et on aura aussi la communication vers le PPF, en ce qui concerne les données de facturation, pour pouvoir faire la déclaration fiscale. Je vous le remontrerai dans un schéma, mais c'est l'un des exemples, par exemple, pourquoi un PDP. Un autre exemple, je vous disais, si vous ne pouvez pas être équipé, vous ne savez pas émettre en facture électronique, là, je prends le cas d'une petite entreprise aujourd'hui qui communique directement en fait avec son expert comptable pour les facturations. Et cette petite entreprise va, plutôt que d'aller directement auprès de l'expert, va passer par une plateforme pour saisir ces données de façon à ce que ce soit en fait généré au bon format pour envoyer au PDF. Au PPF. J'ai du mal ce matin avec les abréviations, excusez-moi. En même temps, il y en a un petit peu beaucoup trop. Je parlais des obligations aussi par rapport au PDP et je vous parlais tout à l'heure de la date de première test du 3 janvier 2024 avec le PPF. Les PDP aujourd'hui, vous l'avez compris, je vous l'ai dit, les premières immatriculations vont arriver au mois de septembre. Aujourd'hui, personne ne peut dire je suis PDP. Il n'y a aucun PDP d'immatriculé. Il n'y a que des candidats à devenir PDP. Je vous donne un exemple. Sage, actuellement, on est candidat, on s'est positionné pour pouvoir devenir PDP. On le deviendra en fait par rapport au développement qu'on est en train de faire et par rapport en fait au suivi. On le deviendra courant 2024 certainement, mais pour l'instant je ne vais pas vous dire on est PDP. Je dis on s'est positionné pour l'être, on est dans les groupes de réflexion, on a toutes les informations techniques. En plus, on a mis les moyens parce que c'est pas une décision France pour le coup. Vous savez que Sage, c'est une société internationale. Donc là, c'est une décision en fait globale. Et c'est le global qui met les fonds pour pouvoir développer la plateforme pour devenir PDP parce que ça va répondre aussi au marché européen. Vous savez, nous, on est Sage France, mais il y a en Espagne, il y a en Allemagne, etc. Donc, c'est une réponse en fait que tout le monde va pouvoir utiliser par la suite. Donc, je veux faire juste une attention et un point de remarque. Vous avez peut-être été démarché et très certainement été démarché déjà par rapport à des sociétés qui vous ont dit on est PDP, il faut absolument choisir un PDP. Vous avez l'obligation de choisir un PDP. Venez chez nous, on vous engage pendant 3 à 5 ans. Bon, ça, ils vous le disent pas forcément tout de suite, mais en tout cas, ils vous engagent. Aujourd'hui, déjà, il n'y a aucune obligation de choisir un PDP. Je vous ai dit, au choix, on choisit soit le portail public de facturation, soit on a des besoins annexes, des besoins supplémentaires, et on peut choisir une PDP. Mais on n'est pas obligé de choisir une PDP. On peut uniquement choisir en fait le portail public de facturation. C'est important de bien avoir ça en tête. Pareil, on en a qui disent c'est bon, moi je suis PDP. Ce n'est pas possible parce qu'actuellement personne n'est immatriculé. Il n'y a que des candidats. J'insiste bien là-dessus parce qu'on voit quand même pas mal de choses et l'État aussi en fait a eu quelques mésaventures et c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut bien que ce soit clair en fait ce point-là. Donc je vous ai parlé des 2 premiers acteurs, le PPF, la PDP. Le troisième acteur, c'est les opérateurs de dématérialisation. Alors pour continuer avec les acronymes, on aime bien, on va appeler ça les OD. Donc c'est pas les opérations diverses, mais les opérateurs de dématérialisation. Ça, en fait, c'est eux qui vont faire des intermédiaires entre les entreprises et les plateformes. Tout simplement, c'est votre logiciel. Nous aujourd'hui, c'est votre éditeur. On va être OD, c'est-à-dire qu'on va vous permettre de gérer au bon format et de faire le transport vers la plateforme de votre choix. Donc, on va transporter, dématérialiser vers soit le portail public, soit le portail privé, donc la PDP de votre choix. En tout cas, c'est nous qui faisons en fait tout simplement ce transport. Ok, donc PPF, PDP au choix, et puis les OD qui font les transferts. Pour que ce soit plus simple, on va mettre ça en schéma et on va aller regarder le circuit des factures.
on a les vendeurs d'un côté, les acheteurs de l'autre. Généralement, ça va par paire. Donc, les vendeurs, les acheteurs. Au milieu coule une rivière et on retrouve le portail public de facturation, mon PPF. Le PPF, je vous ai dit, c'est lui qui va faire en fait tout ce qui va être déclaration à l'administration fiscale. On plante le décor, on prend, premier exemple, le plus simple, celui qu'on va rencontrer un maximum en fait quand on travaille directement en France. Oula. C'est-à-dire l'entreprise C qui va échanger avec l'entreprise D. L'entreprise C va interroger le PPF pour savoir comment elle doit router sa facture pour l'entreprise D. Le PPF dit de toute façon, c'est avec moi, tu viens déposer chez moi la facture. On dépose la facture sur le PPF. Il y a donc déclaration à l'administration fiscale directement de la TVA. Et l'entreprise D, elle va tout simplement interroger le PPF pour voir si elle a des factures dispo pour pouvoir les récupérer et les intégrer. Quand je dis elle va interroger, c'est les OD. Là, c'est l'OD qui est interrogé, qui a déposé sur le PPF. Et là, c'est l'OD qui va interroger et récupérer. Je vous dis c'est l'OD, alors j'espère que les autres éditeurs vont faire comme ça, mais nous, Sedge, en tout cas, on a prévu en fait que ce soit en automatique, c'est-à-dire qu'on soit tiers de confiance au travers des plateformes pour pouvoir déposer et pour pouvoir en fait récupérer les factures directement. En tout cas, vous avez vu, c'est le plus simple. On a l'entreprise C au travers de son OD qui a envoyé sur le portail public de facturation, déclaration, et l'AD qui récupère directement. C'est le maximum de flux qu'on va avoir, c'est tout ce qui est aujourd'hui B2B en fait domestique, sans besoin particulier, annexe, etc., de format spécifique ou autre. C'est ce qu'on va rencontrer le maximum de fois. Là, en fait, plutôt que d'envoyer par courrier, on passera tout simplement via notre PPF entre-temps pour pouvoir faire la déclaration de l'administration. Si je fais un petit peu plus compliqué, je vais en prendre une autre. L'entreprise A qui va échanger avec l'entreprise B. L'entreprise B étant la grande distribution. Tiens, je reprends mon exemple. L'entreprise A a un fichier EDI, donc déjà elle va déposer en fait son fichier au travers de la PDP. C'est la PDP derrière qui va s'occuper en fait de transmettre les données EDI et de les transposer en fait dans le bon format accepté par le PPF. En tout cas, elle sait qu'elle doit échanger avec l'entreprise D, donc elle va faire une interrogation au niveau du PPF pour savoir quel chemin je dois choisir. Là, on lui dit l'entreprise B a choisi une PDP, il faudra que tu l'envoies en fait sur tel chemin. Eh ben, ok. On va envoyer les données EDI, de facture, tout ça à l'entreprise B au travers de la PDP. Et en parallèle, on va donner uniquement les données de facturation, donc au bon format, au PPF. Comme ça, il y aura déclaration d'administration fiscale. Et puis l'entreprise B va pouvoir récupérer au bon format, au format en fait qu'elle échange avec l'entreprise A directement via sa PDP. C'était l'exemple en fait de la grande distribution que je vous expliquais tout à l'heure. Hop, on voit le chemin directement. Autre, maintenant vous l'aurez compris, si toutefois j'ai l'entreprise A qui veut échanger avec la D, la A dépose sur son PDP. Là par exemple, ça peut être ma petite entreprise qui n'a pas de logiciel spécifique, elle va déposer sur la PDP. C'est la PDP qui va s'occuper en fait d'interroger, qui va déposer la facture pour le coup au bon format et l'entreprise D pourra le récupérer sur le PPF. Toujours avec la déclaration fiscale qui se fera une fois que ça a été déposé sur le PPF. Là, je vous ai dit, ça peut être la petite entreprise, mais ça peut être la grosse entreprise aussi qui fait en fait de l'EDI avec l'entreprise C de tout à l'heure. Vu qu'elle a choisi une PDP, elle passe tous ses flux par la PDP. Et c'est la PDP qui, de toute façon, va envoyer au PPF. Même si on est déjà au bon format, elle peut quand même le déposer, c'est la PDP qui s'en occupe. L'avantage du PDP aussi, c'est que le PDP devient responsable de la facture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a donné notre facture en fait à PDP, c'est la PDP qui devient responsable pénalement au niveau de la facture. Donc s'il y a un problème de transfert ou quoi que ce soit, c'est la PDP qui sera en fait touchée directement. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a une immatriculation, c'est très réglementé en fait par rapport aux données, par rapport au flux, par rapport à la sécurité, et la PDP en fait prend la responsabilité de la facture. Ok, donc ça c'est de A à D, et donc dans l'autre sens, si j'ai C à B, C va en fait directement interroger, déposer sur le PPF, de façon à ce qu'il y ait un routage sur la PDP en fait de mon entreprise B qui va venir récupérer les données sur sa PDP. Le truc, c'est simple, si c'est dans un sens, c'est dans l'autre sens, c'est pour les mêmes cas. Ok, donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait le schéma en Y. Je le fais mal avec mes bras, mais c'est le schéma en Y, le fameux schéma en Y que l'administration a mis en place pour les échanges de données.
Ça correspond à tous mes flux de e-invoicing, c'est-à-dire société à société. Alors, si on cache la partie acheteur, ce serait société à gouvernement si on prend que la partie en fait de gauche avec le PPF et uniquement le PPF. Mais là, on est B2B domestique. Ça, c'est tout ce qui est invoicing, donc facture électronique. Si je prends, on a un autre avantage à la facture électronique aussi, c'est qu'on va pouvoir la suivre à la culotte. C'est-à-dire qu'on a en fait des informations par rapport au cycle de vie de la facture, par rapport au statut de la facture. Si vous échangez encore une fois aujourd'hui avec le Chorus Pro, vous savez que vous pouvez suivre votre facture, savoir où on en est en fait du traitement, de la validation, etc. Là, ça va être exactement le même cas. On va savoir exactement où est où est la facture et dans quel état est ma facture. On a pour ça 4 statuts obligatoires. Statut déposé, rejeté, refusé, encaissé. Tout simplement, ça nous permet de savoir à peu près où c'est. Et puis derrière, on va avoir 10 statuts en fait recommandés. Recommandés parce que ça nous permet de continuer à suivre en fait tout simplement le chemin de la facture, le cycle de vie en fait de la facture. Si je vous le mets par rapport à toutes ces flèches, par rapport à tout ce schéma, tout simplement préparation, émission de la facture, déposée, ça c'est votre outil de facturation. On va le mettre sur la plateforme. Donc déjà, dès qu'on va émettre, ce sera déposé. Et derrière, ça va être émis par la plateforme, reçu par la plateforme. Là, le émise reçu, ça va être en fonction si on a pris une PDP ou pas, parce que sinon, ce sera directement sur le PPF. Reçu par la plateforme, si toutefois on n'est pas au bon format, qu'il manque des données, etc., ça peut être rejeté directement. Sinon, ça va être mise à disposition. Mise à disposition, ça veut dire que là, c'est l'acheteur qui derrière va en fait aller récupérer sa facture et le mettre sur ses outils à lui. Donc ça arrive sur ses outils, il prend en charge la facture. Quand il a pris en charge la facture, c'est comme aujourd'hui quand vous recevez une facture PDF, papier, vous pouvez l'approuver directement, partiellement, la mettre en litige, la mettre en suspendu, etc. Vous avez la même chose, sauf que là, il y a des statuts qui vont être liés. Donc, il y a plein de flèches dans tous les sens, donc je vais bouger ma souris comme ça un petit peu. On regarde pas forcément les flèches. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a réceptionné, on va pouvoir en fait valider ou en tout cas dire ce qu'on veut faire de cette facture. Le but du jeu, c'est soit on la refuse, soit une fois qu'on l'a approuvée, on l'envoie pour paiement. Ça, ce sera en fait mes moyens de paiement qui vont gérer en fait ce statut. Et puis derrière, une fois que ce sera passé en banque, on aura l'encaissé. Actuellement, on est en train de se dire l'encaissé, on va se le mettre après le lettrage au niveau de la comptabilité. C'est ce qui nous permettra de savoir, parce que c'est le lettrage en fait qui dit que ça a bien été réglé et encaissé. En tout cas, vous avez vu, on a toute la vie. Je vous ai mis les logiciels 7G100 en face. Tout ce qui va être dépôt, émission, c'est au travers de l'outil de facturation, c'est la GESCOM. Tout ce qui va être réception, traitement, ça va être automatisation compta qu'on va voir tout à l'heure, la compta, mais aussi la GESCOM, parce que ça peut être aussi la GESCOM qui gère toute cette partie-là. Puis derrière, les moyens de paiement pour le règlement, et puis l'encaisser, le lettrage, c'est au niveau de ma comptabilité. Alors, vous avez vu, quand je vous faisais le listing des opérations, des logiciels qui sont utilisés, on les retrouve directement ici. Ça, ces statuts, c'est hyper important parce que vous, par rapport au suivi de la facture, ça va vous permettre aujourd'hui de pouvoir peut-être faire autrement. Un client qui dit « Oh, j'ai pas reçu la facture qu'on relance et qui est de mauvaise foi », peut-être pas, mais qui va vous dire « J'ai pas reçu la facture », là, il pourra pas. Parce qu'on aura le statut pris en charge. Et que en plus, je vous ai dit, c'est les logiciels qui vont récupérer en automatique, etc., il pourra pas passer à côté. Il pourra pas dire j'ai pas reçu parce que nous, on aura le statut, on aura la visualisation. Ça veut dire que derrière, par rapport à la date de règlement, normalement, ils doivent respecter ou en tout cas faire beaucoup plus attention au respect de la date de règlement. Parce qu'elle est actée, elle a été validée, elle est sur le document, c'est un document XML qui n'est pas modifiable. Donc à partir de là, on va avoir des règlements qui vont s'effectuer beaucoup plus simplement. Et nous, par rapport en fait à nos outils de relance, par rapport en fait à nos process en interne, on va pouvoir s'appuyer en fait à ces statuts, peut-être pour mettre de nouveaux process et des nouveaux suivis au niveau des factures. Donc c'est hyper intéressant d'avoir ces statuts aujourd'hui liés à toutes ces factures électroniques qui vont transiter. Allez, si je continue, je vous ai parlé là de la facture électronique, donc du e-invoicing, et je vous ai bien dit du B2B ou du B2J, mais du B2B domestique. Le e-reporting, je vous ai dit déjà, on revient, c'est exactement en même temps que le invoicing. C'est de l'émission de fichiers
et c'est calqué par rapport au calendrier que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous l'ai précisé, je vous le reprécise maintenant. Le e-reporting, c'est quoi? C'est toutes les transactions, société à société internationale, société à client particulier, ou alors tout ce qui va être encaissement pour les opérations de prestat de service, dont la TVA est collectée à l'encaissement. Je rappelle, prestat de service, TVA à l'encaissement. Comment on va faire ce flux de e-reporting? Tout simplement, c'est notre logiciel qui va vous aider parce qu'il va être paramétré. Le logiciel de facturation, la GESCOM, on va la paramétrer au niveau des articles pour dire c'est tel type d'article, c'est telle chose par rapport aux clients, par rapport aux fournisseurs. Les clients, on sait que il est à l'étranger, donc c'est vers l'étranger, donc on sait qu'on aura un flux. On a, nous, fait des achats à l'étranger, on sait qu'on aura de la déclaration à faire aussi. Donc ça, c'est du e-reporting. Ce e-reporting, il va falloir le déclarer et pour le déclarer, on va avoir aussi en fait une fréquence définie, mais là, ça va être en fonction de votre régime de TVA. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on est au régime standard unique, donc le régime standard, ça veut dire qu'on va déclarer à la décade. Toutes les opérations qui ont été effectuées du 1 au 10 vont devoir se déclarer le 20 du mois. Là, du 10 au 20, ce sera le 30. Et puis après, vous avez compris, c'est le but de la décade, c'est tous les 10 jours. Donc, déclaration à la décade. Et ce qui veut dire que va falloir avoir un suivi de la TVA. Tous ceux qui aujourd'hui font un export de TVA sur Excel et qui recalculent en fait leur TVA, les exports des opérations et on recalcule la TVA à côté sur Excel ou autre, ça va falloir arrêter parce que vous n'allez pas forcément pouvoir suivre. Et donc c'est là-dessus où on vous dit qu'il y a beaucoup de préparation à faire. Je vais y revenir juste après. On doit absolument en fait remettre bien à jour. Et on a des outils qui sont faits pour ça, qui sont là pour vous accompagner. Notre comptabilité, on a tout ce qui est registre de taxes, tout ce qui est paramétrage en fait des comptes généraux, etc. par rapport à la TVA. Donc à partir du moment où c'est complété, on aura en fait notre calcul de TVA qui va se faire. On peut toujours la contrôler au sein de l'outil, mais je pense que il faudrait arrêter de faire en fait en tout cas tous ces exports directement à côté. Donc, juste pour faire un point de passage par rapport à tout ce que je vous ai dit, les points qui sont déjà actés et publiés aujourd'hui, c'est tout ce que je vous ai expliqué. Décret, arrêté, la description fonctionnelle, les différents échanges, les flux, etc. Tout ça, c'est acté, ça a été validé en fait par l'État. Là où on est encore en cours de réflexion, c'est par rapport aux différents cas d'usage, des cas métiers. On va prendre par exemple les acomptes. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a une nouvelle obligation qui avait été mise au 1er janvier. Tout ce qui est en fait acompte, il faut déclarer en fait la TVA dès le règlement de l'acompte. Demain, on ne sait pas exactement comment ça va être traité au sein de la facture électronique. Parce que ça veut dire, mais quand est-ce qu'il faut que je déclare ma TVA? Mais si je déclare la TVA maintenant, il faudra que je fasse quel type de flux par la suite, parce qu'en plus, elle sera déduite de ma facture finale, mais je peux avoir plusieurs acomptes, et puis qui doit faire quoi, etc. Donc tout ça, c'est encore en cours de réflexion. Ce sera mis en place quand on devra faire la facture électronique, mais pour le moment, il y a toujours en fait des cours de réflexion. C'est pas le seul cas d'usage. On va avoir aussi tout ce qui est notes de ligne, les assujettis uniques, nouvelle règle de cette année, les multicommandes, multilivraisons, la facturage, les payeurs, les acomptes, les notes de frais. Tout ça, en fait, ça fait partie de différents cas d'usage. C'est documenté sur le site de l'État, donc sur impôts.gouv, quand vous y allez, vous avez la rubrique facturation électronique. C'est documenté, en fait, ces différents cas d'usage. Maintenant, les cas d'usage sont documentés, mais des fois avec la phrase, toujours en cours de réflexion, non finalisé, etc. Donc, c'est pour vous dire que ça avance toujours et qu'il y a encore plein de choses en fait qui doivent être décidées. Mais nous, éditeurs, en tout cas, on prendra en compte par rapport au développement et par rapport au fonctionnel pour vous aider un maximum en fait et pour que ce soit automatisé tout simplement au sein de vos logiciels. S'il continue, pour vous, je vous ai dit, ce qu'il va falloir absolument, donc c'est préparer le terrain. Déjà, la première des choses, c'est vous interroger. Qu'est-ce que je vais prendre? Parce qu'avec tout ce que je vous ai dit, je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui disent, mais en fait, je prends quoi? Je prends un PDP, je prends un PFS, j'ai besoin de quoi? Ça va dépendre en fait de vous, de votre activité. Ça va dépendre en fait de vos besoins. Est-ce que moi, j'ai pas de besoin spécifique? Est-ce que je dois faire en fait des flux spécifiques avec des formats spécifiques? Avec qui j'échange? Est-ce que j'échange qu'avec des sociétés en fait en domestique ou est-ce que j'échange beaucoup à l'international? Est-ce que je fais de la vente aux particuliers, etc. Toutes ces questions, on doit se les poser pour savoir en effet
quel type de fournisseur, en tout cas quel type de plateforme je dois choisir. Est-ce que la plateforme, le portail public, c'est suffisant ou est-ce qu'il faut que je prenne une PDP parce que j'ai des besoins en fait qui sont hyper spécifiques et que seul un PDP pourra répondre. Ça va dépendre de votre capacité aussi d'intégration, de la mise en conformité en fait de vos solutions. Vous avez une solution qui pourra pas être modifiée, bah, faudra sûrement aller faire le choix d'une PDP. Tout ça, en fait, c'est des réflexions à avoir. Je vous rassure, Laurent et toutes les équipes d'InfoEurope sont là pour vous accompagner. Ils vont, lors de rendez-vous, bah, refaire le point avec vous de façon à savoir exactement bah, vous ce que vous faites aujourd'hui et quels sont vos besoins et surtout qu'est-ce qu'il va falloir en fait mettre à jour directement. Parce que ça s'anticipe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez un projet, vous devez savoir vos ressources, vos plannings, les différentes tâches, parce que derrière, on va avoir un système cible, c'est-à-dire qu'en fonction du type de client, etc., bah, on va savoir vers où on doit aller. Une cartographie applicative, on sait quels logiciels vont être impactés, vont devoir être modifiés, l'organisation et processus que vous allez pouvoir faire derrière, et puis bah, surtout vos données. Les données, c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, je suis sûr que par rapport à vos fournisseurs, par rapport à vos clients, vous n'avez pas forcément les SIRET qui sont renseignés. Les fiches ne sont pas complètes. On a des obligations, on a, je crois que c'est 14 données obligatoires en fait qui doivent être présentes. Tout ne sera pas présent en fait au niveau de vos fiches. Pareil, il va sûrement falloir faire un dédoublement de vos tiers. Aujourd'hui, pour des raisons de praticité, je suis sûr que vous avez en fait démultiplié certains tiers et que quand vous recevez des factures, vous routez sur tel ou tel tiers que vous avez créé. Demain, c'est plus possible parce qu'on n'a qu'un seul SIRET. Donc, on n'a qu'un seul tiers en face du SIRET. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire le ménage au niveau de vos différentes bases et que ça va prendre du temps. Donc, plus tôt vous allez vous y mettre, mieux ce sera par la suite. Donc, sur cette anticipation, déjà, première des choses, organisez votre projet. Nommez un référent. Si vous êtes là, c'est que déjà vous avez fait un premier pas. Formez les différents acteurs qui vont devoir répondre. Faire une veille réglementaire, aller chercher l'information là où elle est, avec InfoEurope, mais aussi auprès de vos experts comptables. Et puis, surtout, essayer de mettre en place dès aujourd'hui une conduite du changement. La conduite du changement, elle est hyper importante. Vous avez certainement déjà été confronté à ça au sein de l'entreprise par rapport à tel ou tel process. Là, c'est une révolution au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va traiter de moins en moins en fait de factures papier. On en aura toujours, parce qu'il y a toujours des échanges qui se font avec des associations, par exemple, qui sont non assujetties, avec des sociétés qui sont sur des niches, sur des activités où ils ne sont pas assujettis, etc. Donc, on aura toujours en fait de la facture papier. Tout simplement, ne serait-ce que quand on va aller commander à l'étranger, tout ce qui est en import, on est en facture papier. Mais ça veut dire qu'on a beaucoup d'opérations aussi à côté qui ne sont plus papier. On a en fait une obligation de déclaration à la décade par rapport en fait au e-reporting, etc. Tout ça en fait, il va falloir mettre en place. Dans un premier temps, ça va faire pas mal de boulot. Dans un second temps, une fois que ça va être en place, ça va être une révolution en fait au sein de l'entreprise parce qu'on va gagner énormément de temps par rapport au fonctionnement. Donc, on a la mise en place. Derrière vous, va falloir regarder vos différents processus, les inventaires des solutions que vous avez, savoir en fait ce que vous faites et puis quels logiciels vont être impactés, ce que je vous disais tout à l'heure. Le process de collecte et de contrôle de TVA, je vous ai dit, dans la compta, c'est assez simple de le faire, donc autant utiliser votre comptabilité, anticiper les impacts au sein de votre organisation, et puis une fois qu'on s'est posé toutes les questions, regardez quel choix de portail on fait. Vous avez le temps pour faire le choix de portail. Choisissez pas dès aujourd'hui. Je dis non, moi je vais prendre un PDP. Vous avez le temps, mettez bien tout à jour et vous pourrez choisir le portail quand ça arrivera directement. Au niveau de vos systèmes, cartographie de vos flux, je vous l'ai déjà dit, la revue du paramétrage, télédéclarer votre TVA. Une fois que vous avez fait le paramétrage de la TVA, que tout se fait, vous avez la possibilité de télédéclarer. C'était déjà le cas depuis X années en fait au travers de la compta. C'est peu utilisé parce que justement la TVA n'est pas paramétrée. Une fois qu'elle sera faite, vous pouvez déjà faire de la télédéclaration, mais en tout cas, vous avez votre TVA qui sera calculée. L'analyse des données de base, le programme d'enrichissement des données tiers, actualiser les cycles de vie, c'est tout ce que je vous ai parlé jusqu'à présent.
Pour vous, ça vous fera gagner en réactivité sur la gestion de cycle de vie de la facture. Vous pourrez sécuriser en fait vos encaissements de trésor. Vous pourrez avoir une restitution en temps réel en fait de l'état de la facture par rapport au tiers. Des factures non prises en charge, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Sur la productivité, ça va faire un gain de productivité énorme. Au niveau de la compta, parce qu'on va pouvoir avoir des automatismes. Au niveau en fait du rapprochement avec vos bons de commande, bons de livraison. On a déjà prévu, nous, au niveau de Sage, en fait, de faire de l'automatisation, en fait, dans des futures versions. Alors, réduction des coûts, bien sûr, au niveau des traitements de factures, d'interface, simplifié, recherche, identification des anomalies. Du fait qu'on est sur du numérique, on a, en fait, toutes les informations. Ce que je vous disais, c'est des fichiers XML, c'est normé, donc on sait exactement où est-ce qu'on doit aller chercher l'information et où est-ce qu'on doit aller la vérifier. Puis, au niveau des contrôles, des nouvelles échéances sur les flux fiscaux. Je vous ai dit, hein, les flux fiscaux, donc déjà par rapport au e-reporting par des CAD. Et puis je vous ai dit, tout ce qui est déclaré en amont doit être déclaré en aval. Donc le fournisseur, s'il déclare via le PPF quelque chose, celui qui a réceptionné, il faudra qu'il déclare. En inversement, si ça a été déclaré, il faudra bien que ce soit déclaré correctement par l'émetteur, et ainsi de suite. Parce que c'est le but aujourd'hui, on n'aura plus de fraude, on n'aura plus d'oubli de déclaration ou autre, parce qu'on a un contrôle temps réel qui va s'effectuer au niveau de l'État. Bien sûr, il y aura la possibilité de faire du rectificatif. Il y a eu une erreur sur la facture, il y a eu des choses, on pourra faire un rectificatif, l'État laissera faire. Mais c'est comme aujourd'hui au niveau de vous, au niveau de votre vie privée, vous avez à vous l'imposition qui est calculée directement sur votre bulletin de salaire. Par contre, tous les ans, on vous demande d'aller valider en fait que c'est bien le bon montant qui a été auto-déclaré. Là, ça va être la même chose. Il y a de l'autodéclaration au travers des flux de factures électroniques, mais derrière, il y aura quand même en fait de la validation en fait qui sera effectuée pour contrôler que c'est bien les bons flux qui ont été donnés. Ok, donc tout ça, c'est les avantages que vous allez avoir. Si je reprends au travers de la solution comment on va vous accompagner, déjà on va avoir un assistant de déploiement. Là, on est vraiment dans Sage sur ce que nous, Sage, on met en place. On a un assistant de déploiement, un assistant de déploiement de service, c'est-à-dire un assistant qui va vous permettre de vérifier les données au niveau de vos tiers. Ça va être important parce que vous avez de la mise à jour à faire. Maintenant, si c'est pas le bon SIRET qui a été renseigné, si c'est pas la bonne adresse, etc., tout ça, on pourra le vérifier. On sera en lien aussi avec les différentes API d'État au niveau en fait de l'API Sirène, par exemple, pour vérifier la déclaration, les données des entreprises, etc. Tout ça, on aura un outil qui nous permettra de le faire et qui sera en fait dans nos solutions. Comment ça va se passer au niveau de l'interface? On va créer des bannettes, tout simplement, dans les outils, où vous aurez vos factures dans les bannettes pour pouvoir les traiter. Sinon, on aura aussi les tableaux de bord des flux, avec les différents flux, émissions, réceptions, etc. à l'intérieur. Et donc la gestion des cycles de vie, des statuts en fait qui seront justement liés avec ce tableau de bord. Et puis au niveau métier, bien sûr, on fera tout ce que la facture électronique nous demande. Émission, réception, tout ce qui va être gestion du e-reporting. Je vous ai dit, c'est le logiciel, ce sera paramétré au niveau de nos fournisseurs, savoir s'il fait du e-reporting, si c'est du B2B domestique, etc. La gestion du flux au travers des tableaux de bord, des flux avec Chorus, donc avec le PPF pour tout ce qui est B2G, et puis la connexion à l'annuaire pour pouvoir aller interroger. Tout ça, c'est nos outils parce qu'on sera OD et c'est nous en fait qui ferons aussi en fait ces différents échanges. Donc c'est prévu. On a une version 10 qui est attendue, qui doit sortir à la mi-septembre de cette année. On a une première version, c'est la version 10. Après, bien sûr, on aura des rectificatifs qui viendront parce que on va faire les premiers tests au mois de janvier. Donc après les premiers tests, on va sûrement faire une rectification. Donc on aura déjà une version rectificative en début d'année. Puis après, on aura encore une autre version une fois qu'on sera passé en production après juillet 2024. Je vous annonce tout de suite qu'il y aura plusieurs versions. C'est pas pour que vous attendiez en fait juillet 2024 pour passer en fait sur les versions. Ça va être un accompagnement avec Inforop. On va voir vous votre degré pas de dangerosité, mais d'importance en fait, et surtout en fait d'obligation. C'est-à-dire, est-ce que vous devez tout de suite dès juillet parce que vous échangez qu'avec les grosses entreprises passées? Est-ce que vous êtes dans le BTP et que dans ce cas-là vous faites beaucoup de factures avec Chorus? On va en fait voir tout ça pour savoir si vous devez être passé dès le début, si on peut attendre, si on doit faire que de la réception, et encore la réception, on n'est pas obligé de faire la réception sur tout. Ça,
on va voir avec vous, c'est un raisonnement qu'on doit en fait tenir et qu'on doit mener de façon à voir exactement où vous en êtes. Je vous parlais de la réception. La réception, on n'est pas obligé de passer directement sur cette version. On a un outil Sage Automatisation Comptable qui pourra déjà faire de la réception. Aujourd'hui, vous êtes en fait déjà sur une version V7, V8, V9. Vous êtes sur la toute première version de la V10. Vous voulez faire de la réception, pas forcément mettre les autres mises à jour. Là, vous pouvez, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a un outil Sage Automatisation qui nous permettra. Si je reprends la facture électronique, elle traite deux sujets. Elle traite le sujet du transport. Donc ça, c'est les plateformes, les échanges avec les plateformes. On a les différentes solutions qui vont gérer. Gestion commerciale, compta, Sage Automatisation comptable, tout ça, ça gère en fait le lien avec le portail, en tout cas pour la réception. De l'autre côté, on a en fait une gestion des flux de factures. Les factures, aujourd'hui, on les recevait papier, PDF. Demain, on va les recevoir sous un format électronique, un format XML. Ce format, on va savoir le traiter. Plutôt que de faire de l'ossérisation de documents, avoir une reconnaissance à 80% des factures et puis refaire une passe dessus manuelle, là, on pourra le faire en automatique et on pourra faire de l'imputation automatique totale. Je vous explique. Là, on a une facture en fait qui était PDF, on fait la reconnaissance du texte, on le met, mais il faut quand même vérifier que le texte soit le bon qui était vérifié. Demain, c'est un fichier XML qu'on va avoir, on sait exactement que la donnée qui est dans le fichier XML correspond à telle donnée en fait de la facture. Donc, on va pouvoir tout simplement faire des liens, c'est ce qu'on va appeler nous du mapping, pour pouvoir renseigner et pour pouvoir faire de l'imputation totale directement. Cette automatisation comptable, ça va nous permettre donc d'avoir une plateforme qui est multicanal, c'est-à-dire de traiter les factures électroniques qu'on va recevoir, mais de continuer à traiter toutes les autres factures qu'on a. Toutes les factures papier, toutes les factures PDF qu'on reçoit, on va pouvoir en fait les traiter en même temps que mes factures électroniques que je vais recevoir. Au travers de la solution, on a aussi la possibilité d'avoir une centralisation des achats unifiés, c'est-à-dire tout ce qui est facture d'achat, qu'à ça parte de la demande jusqu'au rapprochement, on peut le faire en fait au travers de la solution. La solution nous permet aussi de gérer tout ce qui est workflow de validation. Donc, vous avez, plutôt que d'avoir des classeurs qui passent de bureau en bureau, demain, ce sera encore plus difficile avec juste de la facture numérique, parce que pour pouvoir faire la validation, soit ils vont se connecter, dans nos outils, non, mais il va falloir qu'ils le valident, dans ce cas-là, au niveau papier, de réimprimer. C'est quand même dommage quand on a du numérique. Là, c'est directement intégré dans la solution. L'imputation comptable, je vous ai dit, on va pouvoir l'automatiser partiellement si c'est avec de l'OCR, totalement si on est avec du paramétrage lié à la facture électronique. Et puis, on a de l'archivage qui est possible au sein de la solution. Et donc, on peut accéder. Tout ce que je vous dis là, vous allez me dire, mais c'est un PDP. Non, c'est pas un PDP. C'est vraiment une fonctionnalité qui était déjà aujourd'hui disponible. C'est une option de la comptabilité. Mais demain, cette option nous permettre aussi de faire de la réception des factures et tout le traitement en fait autour avec tout type de facture directement. Je vous ai fait un schéma. Des fois, je parle, et puis au bout d'un moment, c'est pas forcément compréhensible. Donc, on se le met sur un schéma. J'ai ma comptabilité. J'ai mes clients qui ont fait le bon choix, qui ont pris cette automatisation comptable. Demain, vous allez recevoir des factures électroniques, mais vous allez continuer à recevoir des factures papier, des factures PDF. Mon client qui a juste la comptabilité. Quand je lui ai posé la question, est-ce que tu veux automatiser? Il m'a dit non, moi je traite dans la comptabilité. Ok, tu traites dans la compta. Donc la compta, elle va aller chercher la facture électronique. Elle va chercher la facture électronique sur le portail public. Elle va la mettre à disposition au travers d'une bannette. Donc la différence demain, déjà rien qu'avec votre compta, c'est que la bannette, elle ne sera pas à côté de votre écran, elle sera dans l'écran. Plus besoin d'imprimer, etc. Ce sera directement dans l'écran. Puis derrière, vous faites exactement ce que vous faites aujourd'hui avec votre facture. Vous générez l'imputation comptable, la ventilation analytique, et puis vous envoyez pour règlement. Demain, mon client, en fait, qui a fait le bon choix, à qui, quand j'ai posé la question, tu veux automatiser, il m'a dit oui. Lui, il s'est équipé de Sage Automatisation comptable. Et quand il va recevoir une facture électronique, déjà, c'est Sage Automatisation comptable qui va récupérer en automatique, pareil que ma compta, va récupérer en automatique. Et derrière, il va générer l'écriture comptable, la ventilation analytique de façon automatique, mais de façon totale. C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin de voir la facture. Il va me générer, parce que je lui aurais fait du paramétrage, le fameux mapping que je vous ai parlé tout à l'heure, on va faire du paramétrage, on aura l'automatisation totale, ça partira directement compta. Si toutefois on avait des PDF papier, courrier, là on fera en fait l'automatisation partielle, c'est-à-dire c'est l'ossérisation qui va rentrer en jeu, et puis on va juste faire une validation des données qui ont été proposées, de l'imputation comptable,
Mais dans tous les cas, que ce soit l'automatisation, l'imputation comptable, notre outil va nous permettre aussi de gérer tout ce qui va être workflow de validation et puis tout ce qui est archivage, interrogation. L'avantage avec l'outil Sage Automatisation Comptable, c'est qu'on n'est pas limité en nombre d'utilisateurs. Vous pouvez mettre 100, 200, 500 utilisateurs, vous ne paierez pas plus cher. Nous, on regarde le nombre de factures qui sont dedans. Donc là, ça nous permet d'ouvrir aussi en fait les factures à d'autres personnes. Le traitement à d'autres personnes et pas uniquement aux comptables et aux utilisateurs de la comptabilité. Si je vous montre rapidement en fait dans l'outil en lui-même, j'étais même directement dedans. Il faut que je rouvre une autre page. J'étais encore en train de faire des tests dessus tout à l'heure. Hop, je reviens ici. Hop, je vais fermer ça. Je suis sur mon outil. Alors, c'est un outil SaaS qui s'additionne à la comptabilité, sur lequel on accède directement via le navigateur. Juste ce que je vais vous montrer, c'est que quand je vais dans la comptabilité sur le traitement des factures, aujourd'hui, j'ai toutes mes factures, je suis multi-société, je vais mettre juste sur ma société en fait principale. À l'intérieur, je vous ai dit, on est sur un outil multicanal. C'est-à-dire qu'on va réceptionner en bleu ici toutes mes factures électroniques et en rouge, c'est toutes les factures PDF que moi j'ai injectées pour faire l'ossérisation. On a tout sur le même écran. Pas besoin de se dire, alors attends, j'ai ma bannette ici, j'ai mon classeur, j'ai mon truc. Non, là, tout arrive en fait au même endroit, on traite tout au même endroit. L'avantage, ce que je vous disais, c'est que là, moi, j'accède à la facture parce que je veux voir ma facture. Je sais que c'est une facture X, euh, le format qui sera utilisé sur la facture électronique. Donc, j'ai du facture X. J'ai les données, en fait, actuellement qui ont été reconnues. Mais j'ai surtout ce mapping ici qui me permet de pouvoir aller faire du paramétrage. Alors moi, j'ai déjà mis du paramétrage sur mon en-tête. Par exemple, je lui ai dit, l'identifiant du contrat, tu viens le chercher directement à l'intérieur en fait de mon outil. Donc là, moi, je lui ai déjà fait un rapprochement. Je lui ai fait le rapprochement aussi par rapport, j'ai tout requitté, pardon. Je lui ai fait par rapport en fait à ma catégorie de documents. Je lui ai dit, tu reconnais par rapport à telle ou telle donnée en fait liée au fournisseur, par rapport en fait à l'agence, au compte général. Sur le compte général, je lui ai déjà donné en fait des règles. Là, je lui ai mis une règle. Si ça contient Nougat, tu vas attaquer ce compte-là. Je peux aller lui rajouter une nouvelle règle en lui disant, là, c'est le 601 0, c'était lequel? 05. 005, tu viens m'attaquer ce compte-là. Si toutefois, tu vois ici, je peux lui prendre directement, en fait, faut que je rajoute ma condition, pardon. Là, ici, si tu trouves cette donnée-là, hop, il va me prendre. Vous avez vu, j'ai juste cliqué. Là, j'ai une restitution des données de ma facture par rapport à l'XML. Donc, du fait que j'ai la restitution, j'ai juste à cliquer dessus et hop, j'y arrive. Ce que je vous montre là, vous l'avez en primeur parce que l'outil n'est pas encore sorti en production. Hein. Là, je suis en train de le tester. Vous avez ça en primeur. Ça arrive. On sait déjà traiter tout ce qui est facture, ossérisation, mais ça, vous ne l'avez pas encore en production. En tout cas, vous avez vu, j'ai tout fait. L'analytique, je lui ai dit, OK, tu vas aller me chercher, en fait, par rapport à l'entête, je lui avais dit, tu vas me chercher directement la raison sociale. Je sais que si c'est ma jolie boutique, c'est l'un de mes franchisés. Donc, j'ai fait une ventilation par rapport à la franchise. Je pourrais en rajouter une autre et ainsi de suite. Pas sur l'entête, mais je pourrais rajouter par rapport à l'article et ainsi de suite. Tout ça, je vais pouvoir l'automatiser. Une fois que j'ai fait ce mapping, que j'ai automatisé, et derrière, quand je vais aller valider tout simplement ma facture pour pouvoir l'envoyer au valideur, hein, c'est-à-dire c'est bon, j'ai vérifié, j'envoie au valideur. Quand je l'ai déjà fait plusieurs fois et que j'ai même plus besoin de passer dessus, je peux enregistrer de façon à ce que les prochaines factures de ce fournisseur-là ne passent plus en fait par la gestion comptable, mais aillent directement au valideur en validation. Donc, j'aurais même plus besoin de faire de passe dessus parce que j'ai tout automatisé grâce à ce paramétrage que j'ai fait et aux données qui, de toute façon, seront fiables, fixées, toujours en fait dans les bonnes balises. Donc ça, je voulais vous montrer parce que demain, ça va vraiment nous permettre d'augmenter énormément. Alors déjà qu'avec l'ossérisation, le traitement, on avait gagné énormément de temps et de fiabilité en fait sur le traitement de nos factures. Demain, avec la facture électronique, on ira encore beaucoup plus loin. Je lui ai dit, je vais tenir 1 heure, je l'ai tenu 1 heure, je suis assez content. Alors, est-ce que vous avez des questions? J'ai vu aucune question arriver au fur et à mesure. J'espère et je pense que j'ai pu vous délivrer quand même beaucoup d'informations, que ça n'a pas été trop dense pour vous, que ça a été quand même assez clair. Alors, j'ai une première question. Ouais, vas-y Laurent, je te laisse poser la question. Tiens. Comment cela se passera-t-il lorsque des clients ont fermé leur société mais continuent à acheter sans que nous nous en rendions compte? On a un lien, je vous disais, avec l'API Sirène, c'est-à-dire que sur le Sirène, on sait si la société est en activité ou non, donc on aura, je pense, un contrôle qui s'effectuera en automatique.
Il faudra relancer régulièrement. Alors, est-ce qu'on nous le dira tout de suite? Est-ce que ce sera quand ce sera déposé qu'on aura un retour en disant que c'est refusé, un état, etc. Concrètement, je ne peux pas vous dire, mais là aujourd'hui, c'est des cas où normalement il y aura du contrôle parce que il y a les liens en fait sur le contrôle de l'entreprise, sur l'annuaire centralisé, donc on va savoir si une entreprise est en activité ou non. Y a-t-il d'autres questions? Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, Ouvrir réouvrir vos micros. individuellement vos micros, hein, parce que c'est souvent plus simple de s'exprimer oralement. Pas de questions. J'ai été très clair. Ou Ah, alors t'as c'est été au que top. les Alors, gens pour ne les peuvent plus changements de voir. SIRET, y a-t-il une modif automatique? Automatique, non, hein. Alors il faudra quand même cliquer sur un bouton, mais automatique, non. Alors, je voudrais juste repréciser un truc que tu as dit par rapport aux outils qui vont être mis à disposition par Sedge pour l'enrichissement des bases. Mm. Donc c'est un service additionnel que va proposer Sedge et qui va mettre en évidence bien sûr tous les champs qui ne seraient pas renseignés correctement dans les fiches tiers, puisque c'est un élément à suivre de près et à enrichir, mais pas que en fait. Ça va aussi mettre en évidence ce qui n'aurait pas été paramétré éventuellement sur les comptes, puisque on parlait de la TVA et donc adossé à la TVA, il y a un certain nombre d'informations. Vous êtes peut-être déjà confronté à des problématiques sur les adresses avec les codes ISO pour les pays. Enfin, l'idée, c'est que vous pourriez tout à fait décider de passer sur l'ensemble de vos éléments structurels et de les compléter. Cet outil il va mettre en évidence pour chaque typologie d'éléments structurels ce qui fait défaut aujourd'hui et ce qui ne permettrait pas de gérer la facturation électronique sereinement. Donc c'est vraiment un outil intelligent et un outil facilitateur. Vous pouvez décider, puisqu'on a souvent des bases qui sont polluées de clients ou de fournisseurs avec lesquels on ne travaille plus, on pourra décider d'exclure tous les éléments qui sont en sommeil, par exemple, de cet enrichissement. Enfin, c'est vraiment des choses à prévoir. Et comme le disait Thomas très bien tout à l'heure, c'est pas à le prévoir le 1er juillet, c'est à le prévoir Demain. dès à présent. Enfin, quand je dis Cet dès à présent, après-midi, cet après-midi. Dès cet après-midi, il faut aller regarder. oui, parce qu'en fait, il y a des choses à trancher, il y a des enrichissements à faire. Aujourd'hui, on a tous des bases qui sont plus ou moins tenues à jour. Bon, faut retenir de ces points qui semblent contraignants, ça a des vertus. Thomas les a évoqués. Un raccourcissement des délais, un renforcement de la sécurité, une réduction des coûts. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on doit analyser comme étant des bénéfices pour l'entreprise. Mais effectivement, en amont de tout ça, même si ça paraît assez loin, puisqu'on a un an devant nous, en fait, c'est loin et pas très loin en même temps, compte tenu de ce qu'il y a à prévoir et des choses qui n'ont pas encore été tranchées et arrêtées. C'est-à-dire qu'il faudra être en capacité de rebondir le moment venu lorsque tout aura été effectivement tranché par l'administration et qu'on n'ait que ça à appréhender en fait, que tout le reste en amont ait été fait et qu'on gère cette transition dans la sérénité. Donc c'était un peu l'idée de cette présentation, c'était de vous dire que Sedge est prêt, que nous le sommes et que vous, il ne tient qu'à vous de l'être en fait, puisque de Mais toute façon on n'a pas trop le choix. voilà. Mais Laurent, tu fais bien dire, pour le moment, l'idée, c'était vraiment de vous alerter sur ce qu'il allait arriver, sur les obligations que vous avez aujourd'hui de mettre à jour en fait vos données. De toute façon, on refera sûrement avec Laurent une nouvelle présentation Bien quand sûr, techniquement, fonctionnellement, on aura quelque chose en fait vraiment concret à vous montrer. Je vous ai dit, la prochaine version sort elle a mis septembre. On reviendra vers vous avec un second passage où là, on sera plus sur du fonctionnel, sur comment on répond au travers de la solution à ces obligations et comment la solution va nous aider en fait concrètement. Là, on est vraiment sur un petit débroussaillage de début d'été. Alors normalement c'est au printemps, mais on a attendu le début d'été pour dire, là c'est le fin de printemps encore. On n'est pas encore à l'été, on a encore 2 jours. De fin de printemps, c'est juste histoire de voir comment ça fonctionne, comment on va être mangé, et demain on viendra avec comment ça va marcher directement dans la solution. tout à fait. Euh, C'est histoire de vous pourrir vos vacances, quoi, en gros. Ouais, non, bon, non, parce que elles sont pas si pourries que ça, parce que j'ai déjà dit que c'est nos solutions vont aider et Ouais, c'est nos solutions qui vont calculer ce qui doit être déclaré, à condition qu'elles soient paramétrées.
C'est juste ça. Alors, juste également une précision sur les PDP. Donc, Thomas vous a indiqué que Sedge avait candidaté et donc sera probablement certifié. Ça ne signifie pas, même si vous auriez tout intérêt à le faire, que vous êtes contraint, parce que vous utilisez des solutions Sedge, de retenir Sedge comme PDP. C'est pas ça l'idée générale. C'est que Sedge veut se positionner pour proposer une solution globale et pour faciliter la vie des utilisateurs de leur solution. Mais c'est pas d'une obligation absolue. Juste pour répondre à Eric, on a enregistré la présentation, donc Laurent pourra la faire suivre parce qu'Eric redemandait en fait Eric, fallait être à l'heure. les dates d'obligation, tout ça. Donc on va pas recommencer la présentation. Donc, non, je vais vous pousser suivre, le sûr. lien vers le replay. En fait, on va le mettre en ligne sur notre site et vous pourrez le télécharger et vous le repasser en boucle. Donc, il n'y a pas de souci. Quant aux données obligatoires, on en a évoqué quelques-unes, mais là, pareil, on vous mettra à disposition les éléments si votre expert ne l'a pas déjà fait. Sinon, c'est des informations qu'on retrouve sur le site impôt.gouv. C'est la Bible. Si on veut, il y a une FAQ en fait qui est présente dessus. Il y a tous les documents et tout ce qui a été acté, c'est sur le site impôt.gouv. Et c'est aujourd'hui la Bible dès qu'on veut avoir l'information réelle, concrète. Et si elle n'y est pas sur le site, c'est que généralement, soit on a mal cherché, soit que c'est quelque chose qui n'a pas forcément encore été acté. Et pour répondre à Virginie disait, lorsque la compta est traitée en externe, nous ne faisons que l'émission de la facture et le lettrage des factures. Comment cela va se passer? Là, ça va être à gérer. Alors, compta géré en externe, c'est-à-dire avec votre expert comptable, je suppose, va falloir voir avec l'expert en fait et justement avec un outil qui va nous permettre de faire le lien. Aujourd'hui, il existe plein d'outils. Nous, chez Sedge, on gère aussi les experts, la partie expert comptable. On a des outils qu'on met en avant et généralement, il y en a certains qui vont devenir en plus PDP. Donc, soit on passe par cet outil qui devient PDP. Si ça devient pas PDP, ça nous permet au moins de faire en fait tout ce qui est échange avec la comptabilité. Bon, en tout cas, vous avez déjà des données, tout ce qui va être e-reporting. En toute logique, nous, sur notre gestion commerciale, le e-reporting va être principalement géré par l'outil de facturation, donc par la gestion commerciale. Si on est avec du Batigest, le Batigest, normalement, il est développé aussi de façon à avoir toutes les informations sur du e-reporting, par exemple. On n'a pas de Batigest. T'as pas de Batigest? Bon, bah voilà. On n'a pas de clients dans le bâtiment. Pardon, non, mais moi, à force de voir tout le monde, on n'a pas de X3 et on n'a pas de Link1000 non plus. Bon, et ben voilà, donc avec la GESCOM, de toute façon, c'est la GESCOM qui va avoir les données. Là, vous l'aurez compris, la mise à jour qu'évoquait, enfin les mises à jour successives qu'évoquait Thomas, là pour le coup, elles sont obligatoires. Vous avez pu faire l'impasse sur certaines des mises à jour qui sont succédées ces dernières années. Là, vous n'aurez pas d'autre choix que de faire une montée de version dès la rentrée, suivie de mises à jour correctrice, c'est pas le terme exact parce que ça sous-entendrait que la V10 qui va être produite n'est pas stable. C'est de patchs qui vont enrichir cette V10. Donc il y a une V10 suivie d'une 10 peut-être ou 10-20, on ne sait pas encore comment elles s'appelleront, peut-être 11, j'en sais rien. Mais là pour le coup c'est une mise à jour obligatoire. Donc c'est pas le 1er septembre qu'on doit tous se jeter sur le téléchargement de cette mise à jour, mais faut l'avoir en tête parce que ça s'organise, parce que ça se planifie, parce que faut avoir les ressources pour, voilà. Donc tout ça, on va revenir vers vous également. J'ai vu passer une demande de monsieur. Oui, j'ai deux dernières questions. Excuse-moi, j'ai Monsieur Carotti Georges qui dit est-ce que vous allez réactiver les contrôles de SIRET dans la GESCOM? C'est justement ce que je disais, c'est l'API Sirène. On l'avait mis sur la version 8 en fait dans Sedge. Ils ont été très gentils en fait, ils ont changé leur API, ils ont désactivé certains fonctionnements, etc. sans prévenir en fait ceux qui avaient créé des connecteurs, ce qui fait que ça avait fait sauter en fait cette API qui finalement ne fonctionnait même plus pour personne. Là, il se rappuie sur cette API par rapport à l'annuaire centralisé et autres. Et donc, bien sûr, ça va refonctionner en fait dans la prochaine version, dans la version 10, justement pour pouvoir interroger et compléter en automatique en fait les différentes informations par rapport au SIRET. Donc ça, c'est la première chose, c'est une bonne nouvelle. Ils ont remis à plat et on va avoir le lien. Et puis on va s'arrêter parce que je pense qu'il va y avoir trop de questions après. Mais alors, on nous dit, vous pouvez me les faire suivre vos questions. Ouais. Hein. On est déjà équipé d'une GED avec Zindoc. Bon, ce fut un choix, tout dépend de ce que vous faites à l'intérieur. Oui, Sedge automatisation comptable, sur tout ce qui est partie compta, ça va faire doublon.
Ça me fait mal de dire ça va faire doublon parce que en fait on n'a pas le même niveau de fonctionnalité entre Zindoc et Sage Automatisation Comptable par rapport justement à tout ce qui est traitement des factures et lien avec la comptabilité. Donc si on veut aller plus loin par rapport à ça, faut voir avec Laurent, il saura faire la différence entre les deux. Zindoc, c'était vraiment la partie GED aujourd'hui. Je vous dirais, bah oui, si vous faites vraiment de la GED et que c'est le gros de votre besoin, bah, c'est Zindoc. Hein. La GED pour les autres, c'est de la gestion électronique dématérialisée, donc c'est la gestion des documents autres que les factures. Donc dans ce cas-là, oui, Zindoc peut beaucoup vous aider. Si c'est vraiment que de la gestion de factures que vous avez besoin, dans ce cas-là, Sage Automatisation Comptable ira beaucoup plus loin. Et l'automatisation, en tout cas qui est prévue, il va beaucoup plus loin de ce que j'en ai vu de Zindoc actuellement. Oui, c'est pas le même objet, effectivement. Ok, ce que je vous propose, c'est de libérer Thomas. On va vous remercier de vous être rendu disponible pour cette présentation. Effectivement, il est fort à parier que nous organisions une nouvelle présentation au fil des informations qui nous remonteront de l'administration, de l'éditeur et du reste. Pour les questions auxquelles on n'aurait pas répondu ou que vous n'auriez pas encore exprimées, je ne peux que vous encourager à me les faire suivre. Donc, je vous rappelle mon adresse mail, lcordier@inforope.fr, et puis on vous répondra dans les meilleurs délais. Et comme on vous le disait tout à l'heure, le replay sera accessible dans quelques jours sur notre site. Merci à tous. Merci Thomas, c'était parfait. Ne change rien. Et puis, on se reparle très vite. Merci à Merci à tous. tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.